Bonsoir à tous. L'actualité dans le Val-de-Loire ce 1er juillet. À la une ce soir, la vie de pêcheurs est loin d'être un long fleuve tranquille. Moteur cassé, menaces, filets de pêche coupés. 4 pêcheurs du département d'Indre-et-Loire ont déposé 80 plaintes ces 2 dernières années. On tente de comprendre ce soir. Le Conseil économique, social et environnemental alerte sur la précarisation de la santé en région centre, particulièrement dans les zones rurales. Manque de médecins généralistes quant aux spécialistes. Pour certains, le délai d'attente pour obtenir un rendez-vous est d'1 an. Également dans ce journal, une projection monumentale sur Saint-Gatien, les illusions de la cathédrale, un spectacle son et lumière qui débute ce soir pour lancer les festivités du 1700e anniversaire de Saint-Martin. Nous avons suivi la répétition générale la nuit dernière. Bonsoir à tous. 2 ans après avoir quitté le dôme de la basilique, la statue de Saint-Martin a repris le chemin de la ville de Tours. Elle est arrivée la nuit dernière, restaurée, toute de bronze vêtue. Une restauration qui aura d'ailleurs coûté 110 000 €. Demain soir, elle sera présentée au public dès 18 h, place Anatole France. Puis, dans la nuit de lundi à mardi, elle sera transférée dans la cour de la mairie où elle séjournera jusqu'au 20 juillet. Date à laquelle elle repartira dans l'atelier de restauration à Périgueux. Amanda Breu-Rivera et Florent Carrière sont allés à sa rencontre en avant-première. Cette nuit, aux alentours d'1 h du matin, le camion transportant la statue du saint de la ville se gare place Anatole France. C'est la première fois qu'elle est de retour à Tours après sa restauration. Son installation va durer plus d'1 heure. La sculpture du 19e siècle mesure 4,25 m et pèse 2,5 tonnes. Elle a été déboulonnée du haut de la basilique en février 2014 pour des raisons de sécurité. Tout en bronze et parfois agrémentée d'or, sa restauration a coûté 110 000 €. La statue conserve sa pellicule verte due à l'oxydation du bronze. Cette pellicule protège le métal. Voilà. Donc il y a 2 solutions. Soit on va chercher loin jusqu'à enlever toute cette pellicule et avoir le métal de base. Et ensuite, l'oxydation va se refaire, mais lentement et pas forcément de manière uniforme. Soit on garde cette oxydation, on la traite, on la protège, et comme ça, on est sûr que cette patine va rester uniforme. Ce matin, vers 7 h, l'état de la statue est vérifié par le fonctionnaire de la ville. C'est la première fois qu'elle est aussi bien visible depuis sa restauration. Aussitôt, le constat fait, la statue est à nouveau cachée. La compagnie Muscle l'entoure d'une bulle d'air en vue du spectacle organisé samedi soir pour sa présentation officielle. Franck Mouget, le créateur du spectacle, est enthousiaste. C'est un symbole fort, c'est pas évident au départ parce que ça manipule plein d'imaginaires différents. Comme je vous disais, ça touche à la spiritualité, ça touche à des choses comme ça. Moi, il ne s'agit pas de ne pas respecter Saint-Martin ou les gens qui croient en ce saint. Pour moi, c'est une figure du partage citoyen. Les Tourangeaux pourront l'admirer à la place Anatole France jusqu'à lundi soir. Puis la statue devrait séjourner une quinzaine de jours dans la cour de l'hôtel de ville avant d'être remise à l'abri. Moteur cassé, filets de pêche coupés, parfois même des menaces. Cela est devenu une triste habitude pour les pêcheurs d'Indre-et-Loire qui font face à des hostilités toujours plus nombreuses. Dernier fait en date à Rochecorbon, 4 pêcheurs professionnels sont aujourd'hui la cible d'actes de vandalisme. À eux seuls, ils ont déposé 80 plaintes ces 2 dernières années. Aurélie Renaud. Un moteur de bateau saboté, un autre volé, des filets de pêche coupés en plein milieu du fleuve. Et cette semaine, 15 coups de pioche sur sa barque. C'est le bilan des dégradations subies par l'un des pêcheurs professionnels installés vers Montlouis. Les conséquences pour nous, elles sont extrêmement simples. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'outils de travail. Donc, ma foi, pendant une période, on ne travaille pas. Donc, on va utiliser la solidarité des uns et des autres, de l'environnement, pour pouvoir s'y remettre. En Indre-et-Loire, 4 pêcheurs professionnels sont installés sur le fleuve Royal. Tous ont eu affaire à des actes de vandalisme. Certains ont même reçu des menaces par courrier. En 3 ans, ils ont porté plainte plus de 80 fois. Des pêcheurs accusés par leurs détracteurs de vider la Loire de ses poissons. Déjà, la réglementation est très contraignante. Le type d'outils, la quantité, les longueurs, tout est strictement réglementé. Et en plus, de toute façon, le pêcheur a un intérêt
à utiliser avec parcimonie les engins pour satisfaire un marché pointu, parce que de toute façon, il n'a absolument aucun intérêt à, comme on nous accuse, piller, vider, détruire l'environnement. Ce serait se suicider. Fin 2015, la ministre Ségolène Royal a convoqué une réunion de crise à Orléans. Le sujet, le conflit dans le milieu de la pêche. Aujourd'hui, les gendarmes d'Indre-et-Loire collaborent avec la cellule d'enquête des voies navigables, la brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corps et ont mis en place des moyens de surveillance sur le fleuve, mais également sur la toile. Exemple avec ces communautés de pêcheurs amateurs qui s'affichent ouvertement comme étant anti-pêche professionnelle. On est sur des faits qui ne sont pas d'une gravité énorme en matière de dégradation, voire de menaces contre les personnes. En revanche, on est sur forcément des atteintes qui portent un préjudice direct et important dans l'activité des pêcheurs, puisque pour beaucoup, ils ont engagé énormément d'argent dans cet outil de production qui est le leur. Jusqu'à présent, aucune personne n'a été appréhendée. En cas de vandalisme ou de vol de matériel, c'est le flagrant délit qui prévaut. Un hiver relativement doux, inondations et chaleur, la recette idéale pour favoriser l'invasion des moustiques qui prolifèrent en ce moment dans notre région. L'IRBI, l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, nous explique comment se protéger de ces prédateurs. Reportage Élise Barbet et Robin Doron. Dans ce laboratoire de l'IRBI, l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, c'est la chasse aux moustiques tigres, repérée en Touraine depuis près d'un an. Dans le département, le climat est propice à leur développement, et cette année tout particulièrement. Les inondations ont laissé des accumulations, des petites poches d'eau un peu partout. Ça, c'est l'environnement propice pour qu'ils se développent. En plus, il y a la température qui monte. Donc on va les voir bien présents dans la région, sauf si du coup la pluie s'arrête et nous arrive un temps très sec pendant les mois qui viennent. Dans cette pharmacie, ce n'est pas la ruée vers les répulsifs et cette professionnelle propose plusieurs solutions pour se prémunir des piqûres de moustiques. Des répulsifs qu'on peut mettre sur la peau ou qu'on peut mettre aussi sur les vêtements, mais ça il faut prévoir 24 heures à l'avance. Et qui ont un effet quand même actif sur plusieurs types de moustiques et même de tiques pour certains produits. Pas facile de gagner la guerre contre une nuée de moustiques, on peut toujours remporter une bataille. La désertification médicale, un véritable fléau. Le Conseil économique, social et environnemental alerte sur la précarisation de la santé en région centre. Une réalité qui touche dans une plus grande mesure. Vous le savez, les zones rurales, manque de médecins généralistes, manque de spécialistes. Pour certains, il faut attendre 1 an pour obtenir un rendez-vous. Le Césaire appelle à mettre en œuvre une stratégie de santé efficace. Romain Delville. Une démographie médicale en berne, des habitants de la région qui ne trouvent plus de médecins référents. Le Césaire du Centre Val-de-Loire, le Conseil économique, social et environnemental de la région a rendu un rapport qui s'alarme de la dégradation des indicateurs de santé. On compte par exemple 130 médecins généralistes pour 100 000 habitants en moyenne dans la région, contre 157 dans le reste de l'Hexagone. Et à cela se conjuguent de grandes disparités selon les secteurs géographiques. Les praticiens s'installent où ils veulent. Donc à partir de là, il y a des zones qui sont plus attractives que d'autres. En région centre, on a une moyenne qui est très déficitaire, mais quand vous mettez dedans la zone de Tours-Amboise, vous voyez ce qui reste pour les autres. Donc on se retrouve avec une région qui pose problème. Voilà quelques années que le Conseil régional tente de combler les déserts médicaux. La région a déjà engagé des crédits pour 50 maisons de santé pluridisciplinaires. 50 nouvelles vont ouvrir leurs portes d'ici 5 ans. On va faciliter la création de cabinets secondaires vers lesquels iront dans la proximité des territoires un certain nombre de praticiens. On va créer des maisons de santé pluridisciplinaires qui seront universitaires. Ça veut dire que les futurs médecins viendront se former là-dedans. C'est un plan qui doit être un plan global, massif. Et puis il faut aussi, je crois, réfléchir au niveau national à une orientation des médecins qui puisse se faire en direction des territoires qui en ont vraiment besoin. Parmi les solutions engagées, il y a eu le passage de 235 places à 255 places au numerus clausus de la fac de médecine de Tours. Une augmentation de 9% qui reste, selon le Césaire, notoirement insuffisante.
Une poignée d'orthophonistes a profité de la présence de Marisol Touraine à Tours lors de l'inauguration des nouveaux locaux de France Bleu Touraine aux Deux Lions pour attirer l'attention de la ministre. Ils ont rappelé leurs revendications principales. Ils réclament une grille salariale à la hauteur de leurs années d'études, c'est-à-dire un master. Marisol Touraine dit s'être emparée du dossier. On l'écoute. Un travail est engagé depuis un certain temps. Des discussions ont lieu au niveau du ministère. Là encore, nous discutons, les points de vue se rapprochent et je ne doute pas que des annonces seront possibles prochainement. Et je vous le disais, il y a quelques minutes, les locaux de France Bleu Touraine étaient inaugurés dans le quartier des Deux Lions à Tours. Hier, en grande pompe, le président de Radio France, Mathieu Gallet, avait fait le déplacement, entouré de nombreux élus, vous l'avez vu, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, François Bonneau, le président de région, mais également Serge Babary, le maire de Tours, entouré de ses adjoints. Le président de Radio France est venu à défendre ce qu'il estime être un réseau d'information indispensable. On l'écoute. La proximité, c'est vraiment France Bleu et ce réseau, il est unique en France, il est unique dans le groupe Radio France. Il nous permet vraiment de jouer ce rôle de médias citoyens, médias de service. C'est vraiment le service public au plus près de nos citoyens. Le réseau France Bleu, c'est 44 stations aujourd'hui et évidemment France Bleu Touraine fait partie de nos très belles stations. Donc je suis très heureux aujourd'hui d'être là pour l'inauguration de ces nouveaux locaux. Les festivités du 1700e anniversaire de Saint-Martin débutent ce soir avec le lancement des Illusions de la cathédrale, une projection monumentale, un spectacle dans lequel se mêlent son et lumière. Hier soir avait lieu la répétition générale en présence du maire de Tours et de quelques curieux venus admirer le spectacle. Florent Carrière. Saint-Gatien comme vous ne l'avez jamais vu. Au cours des 20 minutes de spectacle, la cathédrale de Tours se transforme continuellement, soumise aux rigueurs de l'hiver, noyée dans une végétation printanière ou totalement embrasée. Une vision inédite de l'édifice où chaque détail est mis en valeur par la projection de lumière, aux commandes un artiste mondialement connu. L'idée, c'est de jouer avec des gargouilles qui s'extirpent un petit peu de la façade et qui viennent manipuler, jouer avec l'architecture et tout en jouant avec l'architecture, donc il leur arrive un certain nombre de choses et cette façade de la cathédrale va se mettre à bouger, va se mettre à se mouvoir pour justement dévoiler des intérieurs méconnus, des intérieurs secrets, des intérieurs transformés. À l'occasion de l'année martinienne, Saint-Martin est donc un personnage central de l'histoire, plusieurs fois représenté ou suggéré pendant la représentation. Tours tient également une place importante dans cette projection monumentale spécialement conçue pour la ville, un choix voulu tant par les commanditaires que par l'artiste qui privilégie l'adaptation territoriale. On a vu des bouts de tournage et on avait l'assurance que ça serait magnifique. Bon, ce soir, la confirmation est là. Je suis persuadé que les gens viendront au premier spectacle et resteront pour beaucoup au deuxième. Il faut changer d'emplacement à ce moment-là pour avoir finalement un deuxième spectacle dans la même soirée. Bon, je dirais que c'est un spectacle remarquable, qui est très très beau, voilà. Très beau, ouais. Il y a pas mal de gens qui vont venir voir. Je pense que ça vaut le coup. C'était bluffant, c'était vachement bien. Bah moi j'ai bien aimé parce que t'avais vraiment l'impression que c'était pas sur la cathédrale mais que ça sortait vraiment. Non, c'était un spectacle magnifique. Des avis unanimes pour un spectacle de toute beauté. Il faut dire que le décor gothique flamboyant de la cathédrale offre un formidable terrain de jeu pour ce type de projection. Une projection monumentale à voir tout l'été, les vendredis et samedis soirs. À suivre, le retour de Sophie Oconi sur la scène politique tourangelle. La conseillère municipale à la ville de Tours, élue présidente de l'UDI 37 mercredi soir. Une élection qui laisse un parti empreint de tension, notamment avec Christophe Boucher, l'ancien président de l'UDI. A tout de suite.